Antonin Ardré, chef du service politique d'Europe 1, et Karim Rissouli, journaliste pour France 2, présentateur de l'émission politique de France 2 et puis également sur France 5, C'est politique. Merci à tous les deux. Vous avez publié des conversations intimes avec François Hollande. Vous en avez tiré finalement l'image d'un homme qui a définitivement envie de se représenter à l'élection présidentielle. En tout cas, quand on entre à l'Élysée, et tous ses prédécesseurs l'illustrent, François Hollande, quand il entre à l'Élysée, a évidemment se projette déjà dans un second mandat, mais on voit d'ailleurs tout au long de ces conversations qu'il s'interroge continuellement sur la fonction de président et sur sa capacité justement à durer et à la façon dont il est confronté à l'exercice quotidien du pouvoir. Il dit évidemment, il suggère qu'il faut absolument inverser la courbe du chômage. Karim Rissouli, on voit bien les résultats des dernières enquêtes en cette matière, c'est très mauvais. Le mois d'août, avec 50 000 chômeurs de plus, je pense que ce sera l'une des journées marquantes de cette année 2016 et de cette pré-campagne. Pour lui, c'est fondamental. Il nous dit depuis le début qu'inverser la courbe du chômage est un préalable à une nouvelle candidature. Je pense qu'ils réussiront à jouer avec les chiffres, parce que si on regarde sur un an, le chômage a un peu baissé, peut-être qu'ils réussiront à nous dire sur 3 mois, sur 6 mois, ça a baissé. Mais en tout cas, dans la tête des Français, ça n'a pas suffisamment été inversé pour être porté à son crédit, en tout cas. Vous pensez qu'il peut douter et renoncer à se présenter ? J'ai pas la réponse à cette question, mais ce qu'il nous dit dans le livre, en tout cas François Hollande, c'est que s'il n'y a pas de possibilité de victoire, il ne sera pas candidat. Alors, ça n'est jamais arrivé jusqu'à maintenant, et surtout François Hollande n'avait pas prévu quelques éléments dans le scénario. Il ne pensait pas, par exemple, qu'Emmanuel Macron démissionnerait et que Macron serait candidat. Ça, il ne l'avait pas vu venir. Il nous dit que Macron, pour lui, est quelqu'un de loyal, un garçon gentil, simple, qui lui sera loyal et fidèle jusqu'au bout. Sur ça, il s'est trompé. Donc c'est un élément qui complique la donne pour lui. Oui, vous en déduisez, Antonin Ardré, qu'aujourd'hui, cet homme est définitivement en capacité, qu'il a pris la mesure de la fonction présidentielle ? Il a pris la mesure de la fonction présidentielle, ne serait-ce qu'avec les attentats tragiques qu'ont connu le pays. Il le dit d'ailleurs, qu'il est devenu président à l'aune de ces événements dramatiques et qu'il a pris une dimension de président au sens l'homme qui doit rassembler, protéger et incarner finalement l'ensemble de la nation française. Donc je pense aujourd'hui qu'il incarne la fonction. Il a mis du temps à construire son image de président et peut-être que ça n'est pas totalement en phase avec les attentes des Français qui ont aujourd'hui, avec le quinquennat en plus, la volonté et le souhait d'avoir une incarnation présidentielle forte, d'autorité très forte, à laquelle François Hollande, c'est vrai, au début de son quinquennat, a eu du mal à répondre. Oui, ce qu'il nous dit, c'est il nous avoue qu'il a mis 3 ans à prendre la mesure du pouvoir. Je crois que Nicolas Sarkozy avait lui aussi confié qu'il fallait plusieurs années pour vraiment devenir président et pleinement président. Et avec le quinquennat, c'est compliqué. 3 ans, alors qu'on est déjà en campagne quasiment au bout de la 4e année. Donc c'est vrai que c'est aussi ce qui lui fait dire qu'un deuxième mandat, pour lui, serait peut-être une manière d'exercer le pouvoir de manière plus confortable que dans ses premières années où il a appris le pouvoir. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Le président de la République française a un tel pouvoir. Et on voit la solitude d'un homme qui d'ailleurs se disait... Face aux décisions à prendre d'ailleurs, souvent indécis, qui doit... Et ça, c'est évidemment un reproche qu'on lui fait. Il faut absolument se replonger dans l'histoire Léonarda, qu'on redissèque vraiment dans le chapitre très précisément, où l'on voit là le président de la République qui potentiellement a quand même le pouvoir suprême d'arbitrer, de dire cette famille, il n'y a pas eu de faute, il doit le sentir très vite. Il a tous les éléments pour arbitrer très vite et il laisse en fait la situation un peu se déliter, lui échapper dans ses mains en 5 jours. Et 5 jours, c'est très très long dans une affaire comme celle-là. Et finalement, qui lui explose au visage et quand c'est ça qui est fou, il sait, quand il va s'exprimer à la télévision, que c'est la solution la pire qui soit, que lui s'expose, et en même temps, il n'a pas le choix, et il le fait. C'est-à-dire qu'il se rend compte en direct qu'il est piégé. Cette phase, Léonarda, est vraiment décrit toute la difficulté que François Hollande a eue en tant que président, à prendre les fonctions pleines et entières de président de la République. C'est très intéressant. Karim. On voit aussi au moment des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher en janvier, on décrit ces 3 jours entre le mercredi où il y a Charlie Hebdo et le vendredi soir où il y a l'assaut des forces contre les frères Kouachi et contre Koulibaly, à quel point un homme seul, dans son bureau, devant les chaînes info, doit prendre les bonnes décisions au bon moment. Et on voit tout le poids de la fonction présidentielle sur les épaules d'un seul homme. Oui, et alors, il vous avoue, c'est dur, c'est très dur. Je ne croyais pas que ce serait si difficile. C'est dur, c'est beaucoup plus dur. Il dit même, je n'ai pas de chance, c'est pas de bol.
Oui, alors, c'est pas de bol, en fait, a été surinterprété un peu par la presse sur l'inversion de la courbe du chômage. Il faut quand même remettre les choses un peu dans leur contexte. Il dit que c'est pas de bol parce que, si vous voulez, il est à la fois président, donc il veut que ses concitoyens retrouvent de l'emploi, et ça, c'est quand même son but ultime. Et en même temps, il y a aussi le politique qui écrit le récit de son quinquennat. Et en fait, il y a une baisse du chômage qui intervient fortement, trop tôt. Il aurait préféré une baisse plus perlée parce qu'il sait qu'avec cette baisse très rapide, ça va remonter derrière. Donc ce pas de bol a été sans doute un peu surinterprété. Mais il se positionne déjà dans l'histoire. Et il se dit, qu'est-ce que je peux laisser, qu'est-ce qu'un président peut laisser? Il se compare à ses prédécesseurs. Oui, ce sont aussi des questions que nous lui avons posées, lui, parce que ce livre est construit en miroir. Nous, il y a le récit et l'enquête de notre côté, et puis on a mis les verbatims, sans nos questions, dans les chapitres alternatifs, entre les deux. Et donc, nous, on lui a aussi beaucoup posé de questions sur la trace qu'il pensait avoir laissée. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de questionnements sur François Hollande au début de son quinquennat, et même jusqu'à assez récemment, sur ce président qui, pour le coup, n'aura pas servi à grand-chose. Lui se dit... Voilà, quand il écrit son quinquennat, il y a eu la guerre au Mali, il y a eu le mariage pour tous, il y a eu la Syrie peut-être, il y a eu la loi Macron, voilà. Il se dit, et puis les réactions aux attentats. Donc lui pense qu'en tout cas, ce n'aura pas été un quinquennat pour rien, et on sent que c'est fondamental pour lui parce que si jamais il doit quitter le pouvoir après 5 ans, c'est quand même important de se dire qu'on n'a pas été l'Élysée en ne laissant aucune trace. Mais il y a la vie privée aussi, vous en parlez. Ah oui, l'affaire Tréherveller de son ancienne compagne, voilà, tout ce qui se passe autour de ça. Je pense que c'est une blessure pour lui, parce que François Hollande est un homme pudique. Oui. C'est un homme qui a une certaine idée de l'exercice du pouvoir, notamment d'une frontière stricte entre la vie privée et la vie publique. Là, il y a ce livre où on parle des sans-dents. Et voilà. Et le problème, c'est que dès le début de son quinquennat, en fait, avec le tweet de Valérie Tréherveller, puis ensuite ce feuilleton, il y a un télescopage de sa vie privée dans la vie publique. Et ça, c'est quelque chose qu'il a subi, vraiment, qu'il a mal maîtrisé. Et je pense que c'est à son corps défendant, mais d'une certaine façon, il en est aussi le premier responsable. Oui. Nous, on ne voulait pas lui parler de sa vie privée, mais on lui en a parlé quand ça avait une implication politique. Donc effectivement, il y a eu le tweet de Valérie Tréherveller sur La Rochelle face à Ségolène Royal. Il y a eu les fameux sans-dents qui venaient réduire en miettes toute l'image que François Hollande s'était construite, celle d'un homme assez proche du peuple. Une sorte de Chirac de gauche. Donc ça a été très compliqué pour lui. Après, il y a aussi la vie privée, dans un sens un peu plus noble du terme. C'est-à-dire, on raconte notamment, c'est après les attentats du Bataclan, à quel point sa famille, ses enfants, son fils Thomas Hollande notamment, son ex-compagne, Ségolène Royal, comment ce cercle familial est extrêmement important. Et on raconte une réunion qui a lieu à l'Élysée 2 jours après les attentats du Bataclan. Ses propres enfants qui lui conseillent conseil des choses. ministres bis. Son fils aîné est très important pour lui parce que c'est quelqu'un qui a un sens politique très fort et qui est un jeune avocat et qui donc peut lui remonter aussi les préoccupations de la jeunesse et notamment sur la loi El Khomri. Qui lui veut du bien, qui ne joue pas sa carrière avec François Hollande, il ne lui veut que du bien. Et sur la loi El Khomri qui lui a par exemple rapporté les inquiétudes aussi du corps social, des syndicats, etc. Qui a un rôle de vigie qui est assez important pour le président. C'est la baraka, il croit à la baraka. Oui, c'est le gagnant de l'auto, François Hollande. C'est un éternel optimiste, il pense que le temps joue pour lui et là il est dans une course contre la montre et c'est vrai que son optimisme se heurte de plus en plus à des écueils, à une réalité dont on se dit qu'elle ne lui fera aucun cadeau. Mais en même temps, il a vu dans le passé que rien n'est jamais joué jusqu'à la dernière minute. Il va jouer cette carte-là. Quand on a été à 3% dans les sondages et qu'on a réussi à battre tous les favoris, alors Strauss-Kahn pour des raisons qui lui étaient éloignées, mais Nicolas Sarkozy pour gagner en 2012, on se dit, je pense que psychologiquement, dans la tête de François Hollande, tout est possible. Rien n'est fini, le match n'est pas terminé. Il est mort plusieurs fois en politique, François Hollande. Il est mort plusieurs fois. Même sa compagne qui se présente à la présidentielle en 2007, alors que c'est logiquement son tour. Et c'est pas lui qui se présente. Ensuite, il est dans les limbes. Martine Aubry, qui, quand elle reprend le Parti Socialiste, s'essuie les pieds quasiment sur lui. Enfin, je veux dire... Il faut voir d'où vient cet homme aussi. Donc la capacité de résilience et la capacité de rebond de François Hollande est très forte. Oui. Voilà, en politique, rien n'est jamais écrit finalement. Vous le rencontrez de multiples fois. Ce livre est étonnant, parce que vraiment c'est un verbatim, vous l'avez dit, de ces conversations très privées. Aujourd'hui, vous le voyez encore, il voit encore les journalistes aujourd'hui. Est-ce qu'il se méfie, est-ce qu'il s'enferme? Nous, on ne l'a plus vu depuis le dernier entretien. On l'a informé de la... Pourquoi il ne veut plus se confier? Nous, on n'a pas sollicité. Nous, on le voyait... Pour ce livre. Donc ce livre, il est venu un peu au fil de l'eau. On l'a vu une première fois en mai 2013, 1 an après son installation à l'Élysée, et puis on l'a vu dans tous les moments clés du quinquennat. Et on l'a informé de la sortie du livre mi-août, quelques jours avant. On ne sait pas s'il l'a lu, on ne sait pas exactement ce qu'il en pense. Ah ouais, vous pensez qu'il l'a pas lu? Il dit qu'il ne l'a pas lu, mais il n'avait pas lu par exemple le livre de Valérie Tréherveller. Je crois qu'on lui avait fait une fiche sur le livre. En tout cas, voilà, je ne sais pas ce qu'il en a pensé, mais on le recroisera sûrement dans notre travail, parce que c'est notre boulot. Merci à tous les deux. Conversation privée avec le président publié chez Albin Michel, Antonin André et Karim Rissouli. Merci d'avoir été nos invités.